Olivier Dauvers, C'est je moi. suis ravi de te recevoir dans ce podcast des magiciens de la vente. Alors Olivier, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, Mhm. qui es-tu? Donc Olivier Dauvert, j'ai 55 ans, je suis ingénieur en agriculture de formation et je suis aujourd'hui à la tête d'une petite entreprise d'édition spécialisée sur le commerce et la conso qui a comme clients des marques, des enseignes, des professionnels du retail, du commerce, de la conso, donc très B2B. Et en parallèle, toujours sur la même matière qui est le commerce et la conso, je suis, pour faire très simple, monsieur conso du groupe M6, c'est-à-dire RTL, la radio, M6, la télé, avec deux quotidiennes, radio-télé, dans le groupe. Très bien. Et donc ingénieur en agriculture. Oui, Et Toulouse. alors, il s'est passé quoi? Enfin, Il s'est parce que, passé d'abord que l'agriculture, c'est le premier maillon d'une chaîne qui, par principe, va jusqu'au supermarché. C'est juste le niveau de transformation du produit qui a été moyennement importante ou très importante pour certains produits, mais finalement, on est sur la même filière. Mhm, Et que quand on fait de l'agriculture, on peut soit s'intéresser à la façon de produire mhm, ou à la façon de consommer, qui est au final deux actions d'un même produit. tout à fait. Puisqu'on ne produit pas de matière première alimentaire pour une autre finalité que de la consommer. Et donc, moi, je me suis toujours intéressé au dernier maillon. Donc, j'ai été d'abord journaliste spécialisé dans des revues sur la grande distribution alimentaire, puisque c'était comme ça que je me raccrochais à Ok. mes études d'ingé agri. Et puis, et honnêtement, des études d'ingé agri chez les jésuites, on apprend beaucoup plus que l'agriculture. On apprend autre chose autour de la vie de l'homme, de l'initiative, de l'entrepreneuriat, la réalisation de l'individu, et qu'à la limite, même si je ne me rappelle plus comment on traite une vache, ou comment on sème du maïs aujourd'hui, 35 ans après, c'est pas bien grave, hein. Ça m'a appris bien d'autres choses. Donc ça veut dire que ça fait 35 ans que tu es plutôt on va dire, journaliste Oui, de fait, dans cet univers bien sûr. du retail, donc de la distribution. Ça fait très exactement 36 ans, puisque j'ai démarré en 89. J'avais un peu d'avance à l'école, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu tôt. En stage de fin d'études d'abord, donc ça fait allez, 35 ans, on arrondit, que je regarde la conso et qui a d'abord été une façon pour moi de vivre, de travailler, d'avoir un métier. J'étais salarié. Et puis aujourd'hui, d'abord, d'avoir une trajectoire professionnelle indépendante, puisque j'ai ma petite boîte, on est tous Mhm. associés. Donc accessoirement, ça c'est une liberté phénoménale. Et aussi d'être sur un poste d'observation de la société majeure, parce que, quoi qu'on en pense, la conso, c'est une activité majeure de nos sociétés contemporaines, civilisées, développées. On appelle ça Et donc, société de consommation oui, d'ailleurs. bien sûr. Alors après, on peut y voir soit le bien, soit le mal. Je ne fais pas de morale, chacun voit comme il veut. Mais de manière assez factuelle, quand on analyse la conso, on analyse de fait la société. Mhm. Et donc, je trouve que ce poste d'observation que j'ai, parce que je me le suis construit, il est épanouissant aussi parce qu'il permet de comprendre l'époque. Mhm. Alors, Oui. alors, pas en géopolitique, encore que sur les matières premières un peu, mais je veux dire, les conflits au Moyen-Orient ou que sais-je autre, c'est évidemment, c'est pas, ça ne me permet pas de comprendre l'époque. Mais dans le comportemental de mes congénères aujourd'hui, ici, en France, suivre la conso, c'est formidable. C'est clair. Alors justement, sur ces 35 ans d'expérience, si tu devais nous donner des points marquants de ce qui s'est passé sur les 35 ans, est-ce qu'il y a eu des phases importantes? Ça a Ah, été quoi l'évolution? Alors il y a eu Internet bien évidemment, mais en dehors de ça? il y a eu, allez, on va diviser en deux pour Ouais, faire vraiment très ok. simple. La première moitié de ces 35 ans, on était dans une forme de reproduction à l'identique de ce qu'on avait fait l'année d'avant, qu'on allait faire l'année d'après, en essayant de l'améliorer et ainsi de suite. Ça veut Mhm. dire qu'il y avait une forme de prédictibilité très forte des stratégies, des jeux de marché entre acteurs, parce que finalement, on faisait l'année d'après à peu près la même chose que l'année d'avant. Il y avait Ok. Carrefour, Leclerc, Euromarché à ce moment-là, Continent, Mammouth, Mammouth. que sais-je encore. Ouais. Et donc, en fait, c'était une forme de linéarité dans l'évolution qui fait que, même avec peu d'expérience à ce moment-là, j'étais tout à fait capable de prédire l'avenir de la conso et du retail de manière assez sûre, parce qu'en gros, je fais simple, mais on prolongeait des courbes. Et D'accord. donc, la deuxième partie de cette vie professionnelle jusqu'à présent, donc en gros, après le début, mais le large début des années 2000, Ok. alors il y a Internet, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la fragmentation de la société qui conduit à une fragmentation de la consommation qui fait que les géants de la distribution, aussi géants soient-ils, n'ont jamais été aussi fragiles. Mhm.
Et ce n'est pas une façon de minimiser leur emprise, c'est une façon de dire à la fois qu'ils sont gros, mais fragiles comme jamais. Et c'est très facile à démontrer. On a perdu ou quasi perdu en un an et demi, un groupe qui a fait 40 milliards de chiffre d'affaires et qui désormais est 10 fois plus petit, s'appelle Casino. Mhm. Et c'était un géant. Il y a 15 ans, Casino, c'était un géant, mais monumental, présent sur tous les continents, sauf l'Australie, l'Océanie, pour faire simple. Je ne savais pas ça. Ouais. Voilà, donc 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est devenu un petit distributeur. D'ailleurs, ils disent que ce sont les petits, le plus petit des grands distributeurs et que, à défaut, Il reste encore des magasins Casino? oui, mais de la proximité, des Ok. épiceries, D'accord. des supérettes, il ne reste plus d'hypermarchés, il ne reste plus de supermarchés. C'est discount, Euh, c'est Casino aussi. C'est hein. discount, c'est Casino aussi, mais il ne reste plus rien des activités qui ont été les leurs en pleine propriété, Bien sûr. en Colombie, au Brésil, en Argentine, en Thaïlande, au Vietnam, en Pologne. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est l'illustration que d'abord on n'est jamais durablement installé, même quand on est gros, parce qu'en fait tous les marchés sont en perpétuelle évolution. Ça peut être lent, mais c'est tellement robuste que l'effet finit toujours par se faire sentir. Et donc, ça, c'est intéressant. Voilà, sur les 15 dernières années, on a vu la fragilisation. Et dans le même temps, on a vu des acteurs qui, dans ce milieu-là, se renforcer. Les Leclerc, les Intermarchés et les Super U, eux, parce que leurs fondamentaux sont un peu différents de Auchan, de Casino et de Carrefour, ils sont devenus de plus en plus forts parce que ce sont des indépendants. Parce que quand les temps sont durs, on voit encore plus vite les forts. Et donc, en ce moment, on voit les forts dans ce métier-là. J'aime faire cette analogie-là. Si j'amène des marins au Cap Horn, je vais tout de suite voir les bons marins. Tout de suite. Et les mauvais aussi, d'ailleurs. C'est ça. On est dans cette époque-là. C'est quand c'est difficile bien sûr. qu'on voit les meilleurs, de toute façon. Et les moins bons. Et les moins bons, oui. Sauf qu'une partie des moins bons finissent soit par disparaître, soit par couler dans ma métaphore maritime. Et donc, en fait, c'est ça ce qui est passionnant dans l'époque aujourd'hui, c'est l'exacerbation des positions. Les bons sont encore meilleurs et les moins bons sont encore plus mauvais. Et tu marques ça, toi, vers les années 2010? Non, mais alors, 2015, d'abord, il n'y a pas de point de départ, D'accord. évidemment, mais il y a une conjonction de phénomènes. Évidemment que le développement du e-commerce, en développant les capacités commerciales, Amazon n'existait pas. Amazon, alors oui, ça fait 20 ans qu'il est en France, 25 ans qu'il est en France, mais je veux dire, pendant 10 ans, il était sous les radars d'à peu près tout le monde, je veux dire, en termes de poids sur le marché. Et donc, quand vous avez des capacités commerciales nouvelles qui arrivent, et les sites marchands en sont une capacité commerciale, mais que la conso ne progresse plus ou plus beaucoup, mécaniquement, ceux qui étaient installés avant, ils ont plutôt moins abecté que les autres. Voilà. Et donc, du coup, ils souffrent. L'hécatombe que l'on a sur le textile, c'est la conséquence directe de la multiplication des capacités commerciales online. Encore hier, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers. Mais il y en a, tous les jours, il y en a, je vais un peu une. caricaturer, mais il n'y a pas une semaine ou presque ça, sans qu'il y ait une enseigne. Alors, en RJ, en redressement judiciaire, en liquidation, en difficulté, en sauvegarde, en ceci. Voilà, mais donc ça. Et puis, en matière alimentaire spécifiquement, la quête de réassurance que les consommateurs ont quand ils achètent, elle va pour une part de leurs achats et pour une part des consommateurs chez les spécialistes. Et donc, par principe, Grand Frais sera toujours perçu comme plus spécialiste que Carrefour. Grand Frais, il vend que de l'alimentaire, 100%, c'est-à-dire il ne vend même pas un pchit de déodorant. Voilà. Et en plus, il vend très, très majoritairement des fruits et légumes qui sont au centre du magasin. Donc, Grand Frais, sur l'alimentaire, aura toujours une image plus spécialiste que Carrefour, Auchan, Leclerc. Voilà. Et donc, il y a une prime aux spécialistes. Oui, c'est comme le Auchan qui essaie d'avoir un petit rayon hard discount. Oui, mais dans tous les cas, celui qui est naturellement plus spécialiste, il a une plus grande légitimité. J'aime, là aussi, prendre pour exemple, quand j'interviens là-dessus, une situation. On va dire que tu as mal aux yeux et il faut que tu consultes parce que tu as l'œil qui ça te pétouille, gratouille, chatouille. Je te propose un rendez-vous dans 1 heure chez un généraliste à 30 €. Et parce que j'ai le bras long, un rendez-vous chez un ophtalmo dans 1 heure aussi. Il faut avoir le bras très long. Il faut avoir le bras très long. Mais accepte l'idée que j'ai le bras long. Aussi à 30 € chez un ophtalmo. Tu vas où? Je vais chez ophtalmo. Ok, je m'en doutais parce que la réponse était. Mais même à 50 en réalité, je t'ai menti. C'est pas 30 €, c'est 31 €. Tu vas où? Toujours chez ophtalmo. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que par principe, un spécialiste, il embarque de la valeur par le scope resserré sur lequel il joue.
Par principe, il est spécialiste, donc il embarque de la valeur. Et en fait, l'ophtalmo dans le métier de la conso alimentaire, c'est grand frais. Mhm. Parce qu'il y a des consommateurs qui considèrent que même si la pomme chez Grand Frais, elle vaut 1,20 € le kilo, alors qu'elle vaut 1 € chez Carrefour juste en face, ça le vaut davantage. Comme tu m'as dit que 31 € chez l'ophtalmo, ça le valait davantage que 30 € chez le C'est ce généraliste. qu'a fait Nespresso avec le café. Et donc, la spécialisation, C'est- c'est une façon d'embarquer par principe de la valeur. Et donc, comme la société se bipolarise avec des gens qui ont une capacité d'achat qui est plus importante et qui progresse au détriment d'une classe moyenne qui a plutôt, elle, tendance à avoir des fins de mois difficiles parce qu'ils achètent des tas d'autres trucs que de l'alimentaire, ben, les gens, entre guillemets, un peu aisés, ils sont prêts à mettre un peu plus pour avoir la réassurance du spécialiste. Et Grand Frais, aujourd'hui, ben, il vit de ce marché-là, de la part des consommateurs qui, pour une part de leurs achats, sont prêts à mettre un peu plus. Donc là, tu es en train de me dire que... Alors moi, Et ça fragmente, c'est ça la fragmentation de la conso. j'ai pas les stats, hein, c'est ton métier, c'est pas le mien. Mais du coup, tu es en train de me dire que Grand Frais, aujourd'hui, c'est une entreprise et une enseigne qui performe. Ah ben, bien sûr, Ok. bien sûr. Grand Frais, il y a 20 ans, c'était rien. Aujourd'hui, c'est 5% du marché. Ben, c'est énorme parce qu'on là, on est en train de parler d'un marché sûr. qui se compte en dizaines de milliards d'euros, hein, sûr. qu'on s'entende bien. Donc, ça ne peut pas aller plus vite que ça. Par contre, c'est très solide parce qu'en réalité, on ne peut pas non plus descendre tout de suite. Hein. Il ne passe pas de 5 à 2 en un an. Hein. Voilà. Donc, Ou alors, il faut qu'il y ait un gros problème, un gros ouais, scandale, non, un truc non, comme ça. non, Enfin, mais voilà, même, non, mais- même. Ouais, même. Donc, parce qu'en gros, il y a de l'expansion, il y a des magasins qui ouvrent, il y a des nouvelles zones qui sont touchées, parce que tous les Français aujourd'hui n'ont pas de Grands Frais accessibles. Donc, on est au début de l'histoire. Bien sûr. Il y en a combien en France, tu sais? Il y a 330, alors Ouais. je ne sais pas si c'est 335 ou 40, enfin bon, voilà, l'ordre d'idée, Oui. c'est ça. Donc, c'est la success story commerciale des 20 dernières années. Et qui s'explique, encore une fois, par une approche sociologique des choses. Il y a des consos qui, par la spécialisation, vont chercher la réassurance et le fait qu'ils sont capables de mettre plus d'argent pour le même produit avec le label spécialiste. Comme toi, tu m'as dit encore une fois, 31 € chez l'ophtalmo, j'y vais. D'ailleurs, tu as dit spontanément, même à 50, j'y vais. Donc, chacun a son Bien sûr. échelle de valeur Bien sûr. et de capacité, mais dans tous les cas, le principe est le même. Ok. Donc ça veut dire que la spécialisation et le fait peut-être d'entrer dans une niche ou avoir cette visibilité-là va faire que je peux m'en sortir. Et c'est ce qui, Oui, c'est mais ce attends, qui mais- paye aujourd'hui les... Mais après, toute la difficulté, c'est il faut avoir un spectre qui est resserré pour être spécialiste, mais malgré tout assez large pour qu'il y ait un marché. Oui. Et c'est Faut l'équilibre pas être entre... trop niche, quoi. Faut pas... Oui, mais voilà, c'est par exemple, je me rappelle de voyages il y a déjà très longtemps aux États-Unis, quand tu as des magasins qui sont spécialisés sur les lacets, je ne parle pas des magasins de chaussures, hein, je parle de magasins qui sont spécialisés sur les lacets. À Manhattan, il y a des magasins que sur les lacets. Bon, là, tu es dans la niche de la niche. Hein. Ouais. Alors après, c'est Manhattan. Donc, tu as des gens qui vont accepter de mettre 50 balles dans des lacets en peau de croco avec un dessin de zèbre ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, la spécialisation par principe, à outrance, de manière hyper focus, c'est pas non plus une clé de succès. Bien Hein, sûr. faut pas, Oui, il faut qu'il y ait voilà. un marché. Ah Il oui. y a un marché, une demande. Enfin, c'est Parce la que loi du plus on marché. resserre, oui, mais plus on resserre par principe, plus on périmètre le marché petit. Est-ce que tu as un autre exemple ou deux autres exemples, hein, mais hors alimentaire, Deux. de réussite de spécialisation aujourd'hui? Ben, non alimentaire, alors, la spécialisation, elle peut être par typologie de produit, ou par typologie par de client. promesse, Ouais. ou par Ok. promesse. Action, c'est un très bon exemple de spécialisation, même si en apparence, quand on se balade chez Action, il y a Il y a tout. des barres céréalières, C'est ça. et du shampoing, et un câble pour mon iPhone, et une bougie décoration, Et un voilà, jouet, et un nain de jardin. ouais. Voilà. Bon, donc en apparence, c'est pas spécialisé. Si, ça l'est. Parce qu'en fait, c'est la promesse commerciale qui est spécialisée avec un article sur deux en moyenne qui est à moins de 2 €. Ce qui veut dire que quand on se balade chez Action du début à la fin du parcours client, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement une seule et même promesse commerciale, l'access, Oui. l'accessibilité. Donc c'est une spécialisation. C'est le pas cher, quoi. Ouais, donc Action, ça fait aussi partie de mes punchlines. Action rend riche parce qu'Action me permet de consommer avec très peu d'euros. Et il n'y a pas beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui, quand j'ai que 5 € pour faire mon shopping samedi en me baladant ou je sais pas quoi parce que j'ai pas une thune, bah, chez Action, je peux ressortir avec 2 ou 3 produits. Oui, je me dis... Avec 5 € dans des enseignes de centre-ville classique, je ressors avec rien. J'ai regardé. Donc j'ai été malheureux parce que je me suis dit que je ne peux pas me le payer. Action, et c'est pour ça que dans le succès d'Action, il y a un ressort sociologique majeur, Action m'a permis d'être
un consommateur. Action rend riche. Parce qu'il y avait les Jiffy et les Foirefouilles. Oui, mais Action, c'est encore un cran dessus. Ouais. Un cran en dessous, pardon, je veux dire. En termes de niveau de prix, donc un cran au-dessus en termes de promesses. Il y a un article sur 2 qui est à moins de 2 euros. Hein. Ça se voit. Hein. C'est-à-dire que quand tu fais un tour chez Action, tu as tout un tas de produits que tu vois qui te font de l'œil en te disant tu peux m'acheter. Oui. Alors que tu vas à Maison du Monde, combien de produits te font de l'œil en disant tu peux m'acheter si tu es au SMIC ou si tu es un peu tendu budgétairement? Pas beaucoup, C'est plus pour ne compliqué. pas dire pas du tout. Ouais. Donc c'est ça, Action rend riche. Ok. Donc une des clés du succès aujourd'hui, c'est de trouver la différenciation et de trouver le truc qui va faire que je vais pouvoir me différencier par rapport aux autres. Oui, et que je vais pouvoir être compris dans ce qui est ma spécificité. Parce que on est quand même dans une époque de marketing, d'identité, donc de singularité. Mais il faut qu'elle soit comprise. Sinon, ça sert strictement à rien. Action, j'ai pas besoin d'expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'Action. Une fois qu'il y est allé une fois, il a bien compris. Et il a plutôt tendance à y retourner parce qu'il se rend compte qu'avec 3 euros, il sort avec 2 poupouilles. Et il est content. Après, je suis cynique en disant ça. Parce qu'on pourrait s'interroger sur les externalités environnementales, sur ce que ça dit. Ça vient, oui, d'accord, mais je veux dire... c'est le problème de Shine aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas mettre de morale dans l'analyse de la conso, il faut mettre de l'analyse. Voilà. Et après, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, on est fondé à dire j'aime, j'aime pas. Mais moi, quand je fais de l'analyse de la conso, je me garde bien de mettre de la morale en tant que telle. Oui. Sinon, on n'a pas fini. Enfin, ça biaise forcément l'analyse. Sinon, on finit par ne plus parler de la conso, mais de sa conso. Oui. Ce qui est le biais majeur dans l'analyse. C'est quand je fais passer le filtre par mon expérience, ma vision, mes goûts, mes convictions. Si je m'écoute, on ne devrait plus vendre une chemise unie en France. On devrait vendre que des chemises à motifs. C'est vrai. Manifestement, on vend encore plus de chemises unies. Donc, il vaudrait mieux pas que je m'écoute pour analyser le marché. Après, à titre perso, je fais ce que je veux. Bien sûr. Et ça tombe bien, j'annuse et j'en abuse. Alors justement, petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que tu as une signature, un code vestimentaire où tu as souvent des chemises à fleurs ou des vestes à fleurs. Ça a été quoi depuis quand tu as choisi ce style? Est-ce que tu t'es dit, je travaille mon branding et je vais être un peu différent, ou c'est parce que juste ça te plaît? Je ne suis pas assez intelligent pour pas travailler. Non, alors vraiment pas. Je n'ai pas fait des études marketing, j'ai fait des études agricoles. Donc je le rappelle quand même. Donc je veux dire, la théorisation à l'avance de ce qu'on va faire après, ça c'est du marketing. Je veux dire, il y a des mecs câblés, il y a des mecs qui ont fait HEC, l'ESSEC, je sais pas quoi, et qui ils sont formatés pour ça. Moi, c'est une évolution, une construction individuelle qui est basée sur 2 sous-jacents. Le premier qui est un goût immodéré de la liberté. Tant que je n'emmerde personne, j'ai bien droit de faire ce que je veux. Voilà. Et du coup, si j'aime ça, pour ceux qui voient des photos parfois avec ma mère, elle a 85 ans, 6 ans maintenant, 6 ans, voilà, presque, elle est habillée comme une jouvencelle. Donc, je veux dire, a priori, je ne savais pas que c'était génétique, mais on peut considérer que ça l'est. Donc, 1, c'est un goût immodéré de la liberté. Et 2, le deuxième sous-jacent, c'est le niveau de confiance en soi qui ne peut s'acquérir qu'avec un niveau d'expertise ou de l'expérience pour assumer d'être autre chose qu'une image. Oui. Parce qu'à 20 ans ou à 25 ans, au début de ma vie professionnelle, j'étais rédacteur en chef de magazines spécialisés, Linéaire, puis après Rayon Boisson. À 25 ans, j'avais les 2 revues. Je m'habille, entre guillemets, en clown. Je ne suis pas crédible. Oui. Aujourd'hui, je ne dis pas que je m'habille en clown. Moi, je le fais. J'aime ça. Ouais. Je sais que... Alors après, il y a toujours 3 peines à jouir qui vont... Voilà, mais ça, c'est pas très grave. De toute façon, on est tous le con de quelqu'un. On peut pas plaire à tout le monde. Non, puis ça, c'est pas grave. D'ailleurs, je les embrasse, parce que en général, ce qui me fascine, c'est qu'il y en a qui me détestent, mais qui ne manquent pas un mot de ce que j'écris. C'est fascinant. Donc, je les embrasse chaleureusement parce que sans vous, je ne serais rien, évidemment, parce qu'on a tous besoin de haters. Voilà. Oui. Et donc, une fois qu'on a atteint un niveau de confiance, on peut se permettre d'être davantage ce que l'on est au fond. Parce qu'on sait que le jugement va être un peu plus construit et subtil que le simple fait de dire « T'as vu, il a mis des fleurs sur sa veste. » Voilà. Oui, il faut quand même presque plus prouver un petit peu plus. C'est ce que tu dis quand même. C'est une façon de mettre... Non, mais c'est... Parce que tu arrives en costard-cravate, tu analyses, tu dis « le gars, bien il... » sûr. Oui, voilà. Alors je parle bien vestimentaire et je parle bien théorie du genre homme,
parce que ça a son importance. Et moi, j'aurais rêvé d'être une femme. Parce que pour le coup, là-dessus, voilà, c'est Il y a plus de choix. banal. Oui, et c'est banal. Mais homme habillé un peu bizarre, on va le dire comme ça, c'est un handicap en tant que tel. Ouais. Donc, et voilà. Donc non, c'est pas construit et c'est du plaisir. Et accessoirement, j'achète tous mes fringues puisque je n'ai qu'une seule marque. Ah, ok. Mais je suis libre d'arrêter le jour où je veux. Très bien. Donc en attendant, voilà, je paye tout. Comme ça, je suis redevable de rien. Tu n'es pas, Mais je les adore. tu n'es pas sponsorisé. Ah non, pas du tout, non. Non, non. Alors, ce podcast, il est centré, donc il s'appelle Les Magiciens de la Vente, il est centré sur la vente et sur les vendeurs. Et dans le retail, il y a forcément, enfin, il y a des vendeurs. Toutes les enseignes que tu m'as citées n'ont pas de vendeurs. Aujourd'hui, Ah, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas de vendeur. dans celles que tu... Ouais, enfin, Ah, je suis pas d'accord. Un mec... chez Action, il n'y a pas de vendeur. Ben, non, mais alors... alors, moi, je ne partage pas l'idée qu'il n'y a pas de vendeur. Ah, ben, je t'as raison. dirais, le modèle dominant, c'est soit, pour toutes les formes de vente, soit vente assistée, Oui, tu as raison. soit vente libre-service. Ok. Voilà. Donc déjà, tu peux séparer toutes les enseignes comme ça. Donc, dans l'absolu, chez Action, c'est de la vente en libre-service. Oui, c'est le merch qui vend. Mais il y a des employés qui, le cas échéant, peuvent être d'une aide. Oui. Non, mais ils peuvent. Je n'ai pas dit qu'ils sont. t'as J'ai raison, dit une t'as raison. capacité Ouais. plutôt qu'une forme. Voilà. Ouais. Mais de la même manière, pour la moitié de ce qui Ou se sur les vend... chaussettes, elles sont là-bas, quoi. Oui, mais même pour la moitié de ce qui se vend dans une FNAC, c'est de la vente assistée ou de la vente libre-service? Bah, oui, il y a les deux. Non, mais donc pour la moitié. Ouais, Il y a bien de la vente libre-service pour à peu Oui, près, c'est vrai, voilà c'est la vrai. moitié. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, en fait, au sein d'une même enseigne, il peut y avoir des sessions de courses où je suis en vente assistée et d'autres où je suis en vente libre-service. Donc, voilà. Donc, même chez Action, il y a des vendeurs. Oui. Voilà. Alors, Mais effectivement, tu as raison. c'est ma vision. Non, mais tu as raison. Je force personne à la partager. Je parlais effectivement de vendeur, enfin de la vente assistée et j'ai une relation avec quelqu'un qui va me poser des questions, faire un diagnostic et puis. Oui, mais dans ces argumenter. cas-là, en vente assistée aujourd'hui, il n'y a quasiment que les pharmaciens qui font encore ce qu'on appelle la vente au comptoir. C'est ça, parce qu'on arrive d'un monde dans les années après-guerre et encore même avant, depuis Boussicot et Le Bon Marché, ouais. on arrive d'un monde où la vente se faisait au comptoir. Oui. Et ensuite, J'allais c'est chercher devenu derrière et- de la vente en gondole au nom de la productivité. Parce que il y a des moments où on n'a pas besoin de servir leur client, vu qu'il sait ce qu'il veut. Donc, on perd du temps. Donc, au nom d'une forme d'efficacité qui avait un effet positif sur les coûts, mais une efficacité qui avait aussi un intérêt pour l'expérience client parce qu'il allait plus vite, eh bien, on a fait une partie de vente disponible. Ouais. Voilà. Donc, même les pharmacies aujourd'hui n'ont pas que du comptoir. Ah bah non. Voilà. Bien Mais sûr. le seul endroit où presque où il y a vraiment que de la vente au comptoir pour une bonne part, c'est la pharmacie. À Fnac, Boulanger, Leroy Merlin, tu n'as pas de vente au comptoir. En tous les D'accord. cas, ce n'est pas aussi important. Non, c'est vrai. Mais tu as normalement un vendeur qui doit venir vers toi ou qui doit être disponible et qui doit Oui. être capable de donner des explications et de vendre, d'argumenter, Oui, de bah, des objections. bien etc. sûr. Voilà. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce modèle, j'ai quand même l'impression qu'il est en perte de vitesse. Et Mais que- alors, il est en perte de vitesse parce qu'on n'a pas encore compris quelle est sa mission. Historiquement, le vendeur, alors disons le vendeur Darty et son gilet rouge, comme ça. J'ai commencé chez Darty, moi. Voilà, donc, très bien. Donc, historiquement, le vendeur type Darty, Fnac, ou que sais-je encore, ou Leroy Merlin, c'est le sachant. C'est-à-dire, moi j'arrive dans le rayon, j'ai un besoin, je veux du parquet, je veux une télé, je veux voilà, et j'ai la chance d'avoir un mec qui, lui, sait tout, non pas de mon besoin, mais des produits qui peuvent y répondre. Donc, c'est l'encyclopédie que je viens consulter en live. Ça, c'est le rôle historique du vendeur depuis toujours. C'est Voilà. vrai. Bon. Ce vendeur-là, il a perdu cette mission-là avec la préparation de l'achat qui est permise évidemment par le digital. Et donc, le digital fait que à l'avance, je sais ce que je veux, j'en connais beaucoup plus que lui sur les 3 modèles de télé que j'ai déjà présélectionnés. Voilà. Et en réalité, je ne viens pas chercher des informations, je viens chercher de la réassurance. Bien sûr. Bon. Donc, ça veut dire que le vendeur aujourd'hui, c'est plus un sachant, c'est un psy Oui, c'est ça. qui doit être capable d'identifier. Ou un médecin, ouais. Moi, je dis psy parce Ouais. que je trouve qu'il y aurait un sens à faire des formations psy dans les formations de vente. Parce que le psy, c'est celui qui est capable, par la parole, d'aller trouver où sont les nœuds. Oui, les douleurs, Et on parle ça. qui ne sont pas les mêmes
suivant les individus qui pourraient regarder un même produit. Bien sûr. Si on est tous les deux à regarder une télévision Samsung modèle XB4 3D, ou 4D, ou 4K, ou je sais pas quoi, on regarde le même modèle. Admettons, on est deux hommes, on a à peu près le même âge. Ok. Mais On va pas on acheter a par la même peut-être chose. deux nœuds différents à l'intérieur qui nous font dire je ne sais pas si ça vaut les 500 balles que la télé vaut. Parce que toi, tu vas être sensibilisé. Toi, tu es un passionné de son. Il faut que le son il tourne dans la pièce. Moi, je suis un passionné du grain de l'image et je veux pouvoir voir la feuille d'herbe qui est sur la pelouse quand je regarde un match de foot ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, en fait, le vendeur, il a besoin de comprendre où est le nœud chez moi pour pouvoir me dire mais en fait, c'est celui-là qu'il vous faut. Sûr. Et donc, en fait, ça, c'est de la psy. La capacité à faire parler quelqu'un pour identifier le nœud, c'est de la psy. Donc, voilà pourquoi je dis depuis longtemps, quand j'interviens dans des comex, codir, tout ce que tu veux, c'est est-ce que vous êtes sûr d'avoir de la psy dans vos formations commerciales ? Ah, moi, j'entends toujours les techniques de vente, l'écoute des besoins, enfin, tous ces trucs, là, tu connais par cœur, que je ne conteste pas du tout. Mais l'écoute des besoins, ok, mais l'écoute des besoins, je l'ai fait déjà tout seul, parce qu'en fait, j'ai fait une présélection. Donc, ce filtre-là, je me le suis passé. Voilà, donc la dimension psy, par contre, de où est-ce qui me fait peur pour lâcher 500 balles, 1000 balles, 2000 balles. Et donc, plus le niveau d'achat est impliquant, soit par la fréquence d'achat qui est faible, c'est-à-dire que je ne le changerai pas tous les 4 matins, soit parce que le niveau de ressources pour se le payer est élevé, soit les deux, plus tu es sur ces deux sujets-là, plus tu as besoin d'avoir un mec qui vient déverrouiller les nœuds et qui te garantit non, mais c'est ça et je vous dis pourquoi. Donc ça a changé fondamentalement. Oui, alors moi j'appelle ça les questions motivationnelles. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, mais on est d'accord, mais c'est ça. Mais alors justement aujourd'hui... Mais attends, ce qui est important pour vous, il y a des sujets que tu n'es pas capable de verbaliser. Un psy, ce qui fait la valeur d'un psy, c'est qu'il est capable de comprendre sans même que toi tu lui dises ce que tu as comme problème. C'est ça le truc. Et donc c'est pour ça que j'insiste peut-être de manière un peu lourdingue sur ce mot non, mais c'est important. Parce qu'il faut être capable de comprendre ce qui n'est même pas dit. Voilà, c'est ça, tiens. Enfin, voilà. Un psy est capable de comprendre ce qui n'est pas dit. Le vendeur qui est capable de comprendre ce qui n'est pas dit dans les ressorts motivationnels, comme tu dis, il a compris où il faut aller planter l'aiguille après. Hein, c'est ça. Précisément. Moi, je dis souvent que la vente, c'est un peu un travail de perroquet, hein, mais de perroquet intelligent. C'est je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends et je te montre en quoi. Non, ça, c'est le travail de consultant. Mon produit répond, ouais. Bon. Mais le vendeur, il doit être aussi un peu consultant, hein, un peu consultant, un peu psy. Mais alors, justement, ce rôle du vendeur aujourd'hui, j'ai l'impression, alors c'est pas une impression d'ailleurs, c'est que c'est quand même un métier qui n'est pas très valorisé. Et qu'aujourd'hui, quand je me promène dans un centre commercial et j'enlève le côté alimentaire, les vendeurs, on se demande pour quelles raisons ils sont là. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour s'occuper de moi ou est-ce qu'ils sont là pour mettre en rayon ou est-ce qu'ils sont là pour juste faire que ce soit propre dans le magasin? Et j'ai quand même l'impression que ce rôle du vendeur psy, il y en a de moins en moins. Ah, mais parce que pour le moment, on n'a pas encore compris la mue dans laquelle on est. Mais les transitions commerciales ou transition RH, parce que là c'est une transition RH, ça ne se fait pas comme un interrupteur. C'est dans le temps long, ça prend peut-être 10 ans, 15 ans. Il y a ceux qui l'ont compris très tôt et qui réagissent mal, ceux qui l'ont compris plus tard mais qui ont la bonne solution. Et donc en fait, quand on regarde sur le temps, on se dit « Ah oui, on vient de là et on va là ». Mais entre-temps, il y a eu des tas de zigzags et tout le monde n'a pas la même vision, conception, croyance sur ces sujets-là. Donc on est dedans. Donc aujourd'hui... je pense pas qu'on puisse identifier une enseigne qui ait abouti cette transition RH-là. Peut-être d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas de certitude. Moi, je ne fais que poser des problèmes et d'aider à comprendre l'existant. Moi, je ne suis pas consultant, je fais zéro conseil. C'est-à-dire, je ne tiens jamais le crayon de la recostrate. Jamais, jamais, jamais. Parce que j'y perdrai ma liberté. Mais par contre, être le révélateur de l'environnement et aider celui qui doit décider à prendre les bons inputs et se dire, tiens, je pense que la solution, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais donc, peut-être que demain, il faut que dans les employés d'un magasin, y compris non alimentaire, d'articles, il y ait des gens qui soient au sens dédiés ou très principalement dédiés à la mise en rayon, c'est-à-dire ce sont des bras, et d'autres qui sont dédiés majoritairement à la relation, et pas vouloir que tout le monde fasse un peu de tout. Peut-être. Ouais, mais je suis en phase avec ça. Voilà, en tous les cas... C'est pas les mêmes qualifications. Oui, et si le mec était doué en tout,
D'abord, il ne va pas être chez toi à être payé 1500 balles, il ne faut pas C'est rêver, donc c'est il ça. sera ailleurs. Ouais. Donc peut-être faut-il accepter l'idée qu'il y a un besoin de muscles, voilà, et un besoin de psyché, non pas que ceux qui font de la minute sont des cons, c'est Non, évidemment bah beaucoup non. plus subtil que Bien ça. sûr. Ouais. Mais en gros, il faut une compétence prioritaire Mm. et peut-être pas vouloir trouver tout dans le même, parce que le mec qui est le plus productif pour mettre en rayon, ou qui sait tous les modèles, toutes les techniques, les fiches Mm. techniques de tous les modèles, c'est pas celui qui est le meilleur en finesse Bien d'appréciation. sûr. Et donc, du coup, par rapport à ce que je considérais comme un devoir, c'est-à-dire d'être un peu psy, il sera pas bon. Mm. Bah, le merch n'est pas vendeur et le vendeur n'est pas merch, etc. Voilà. C'est des Donc, compétences différentes. Ouais. Mais donc ça, du coup, comme on est en train de découvrir ce nouveau besoin-là, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'encore une fois, avant, c'était simple. Mm. C'était le mec qui savait. Oui, mais ça fait quand même une paire d'années là que c'est comme ça. Mais non, mais les transitions, c'est lent. Mais non, mais un mec qui aujourd'hui a 55 ans, qui est vendeur à la Fnac et qui a fait même que la moitié de sa carrière à la Fnac, ça veut dire qu'il est vendeur à la Fnac depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on lui demandait de connaître. Alors, le Pentax Oui, bien sûr. XB12, sa focale, là, quand tu l'ouvres à 2,8, est-ce que la vitesse de l'obturateur, ça doit être... Peut-être que je raconte des nombres. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc on lui demandait d'être capable de... Aujourd'hui, mais on s'en balèque de ça, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, oui, on n'attend pas ça du vendeur. Et c'est plus ce qu'on attend, puisque ça, on a avalé la fiche technique avant soi-même. Bien sûr. Donc on n'a plus besoin de lui pour ça. Mais est-ce que cette perte de compétences, c'est pas ce qui explique aussi toutes ces enseignes, notamment textiles, parce qu'il y en a quand même beaucoup, qui tombent une à une en dehors Ah de... non, moi je fais pas. Non, Non. là je fais pas un lien de Tu cause à ne effet. crois pas que c'est lié à non, cette non, relation de vendeur? Non, parce que pour le coup, le textile, il y a très peu de barrières de compréhension de l'offre. C'est-à-dire, j'aime pas, ça va Oui, vite. oui. C'est un produit qui est facile à lire vu de l'extérieur. Tu changes de téléphone, tu changes de télé, tu changes de voiture, tu changes Oui, de mais il y a le canapé, conseil, il y a la relation, Oui, il y a... enfin, oui, si je j'entends. vais en magasin aujourd'hui à l'ère d'Internet, Non. c'est que je vais chercher autre chose. Dans un Ah non, magasin, tu peux aller chercher la dans un magasin de fringues. disponibilité. Tu peux aller juste chercher la disponibilité, c'est-à-dire tu vas ressortir avec. Ah ben si. Ouais, mais quand tu Ah vois ben la, si. visite de, la vitesse de livraison d'Amazon, tu te dis... Ah mais bon, ça sera toujours plus lent. Ah non, attention, attends. Ouais, enfin, faut que je vais prendre ma voiture. Non. Alors là, Amazon sera toujours plus lent que la chaîne. Alors Jennifer, c'est un mauvais exemple, ils sont à terre, mais que Célio, Jules, Brice, tout ce que tu veux, du centre commercial qui est sur mon chemin entre mon travail et ma maison. Tu sais qu'ils travaillent sur un algorithme où ils vont être capables de te livrer avant que tu aies passé la commande. Oui, hein. je sais, mais ça s'appelle le commerce prédictif. Et là, on se branle la nouille, ça fait déjà quelques années qu'ils bossent là-dessus. Moi, j'ai encore rien vu, mais alors vraiment rien, de pertinent qui me fasse dire qu'il y a un sujet à court terme. Mais alors, rien du tout, vraiment. Non, la disponibilité du produit en magasin, c'est bien pour ça que la rupture est un vrai sujet. Parce que si j'arrive dans une enseigne, quelle qu'elle soit, que le mec, en fait, n'est qu'un showroom avec un article, C'est ce qu'on voit une de plus en plus. référence par article. Ouais. Donc, il va m'aider à choisir la télé que je veux, le canapé que je veux, puis au moment d'y aller, il va me dire Ouais. « Ah, mais c'est Commander dans 3 sur semaines. Internet. Ou alors Non, commander mais sur il Internet. va le commander lui, il va dire livraison, dans 3 semaines, là, je vais me tourner, je vais dire ah bon. Et là, effectivement, Amazon, il va le rétamer, puisque je serai livré demain. Donc, la disponibilité produit, c'est l'arme ultime des magasins que ne pourra jamais prendre le e-commerce jusqu'au jour où, parce qu'un jour, il y aura une révolution, mais ce n'est pas celle du prédictif, jusqu'au jour où je pourrai fabriquer à la maison mon article. C'est le 3D, l'impression 3D. Parce que le jour où je vais pouvoir fabriquer un mug à la maison, j'ai même plus besoin d'aller en magasin pour l'acheter et repartir avec. Évidemment, encore moins de le commander en ligne pour le recevoir 1 ou 2 jours après. J'irai sur un site où il y a une ligne de code que j'achèterai, que je plug sur mon imprimante 3D et mon mug sera fait. Oui. Voilà, ça c'est la prochaine révolution de la disponibilité produit. Même Amazon, s'il roule à 200 km/h sur l'autoroute, il sera toujours plus lent que moi quand je vais faire Ou en mes drone, courses. hein, ouais, il parle de... Oui, non, mais même en drone. J'ai vu les drones aux États-Unis. Non, mais c'est évidemment bluffant, c'est waouh, tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, ça sera plus lent. Bon, après, ta chemise en 3D, elle n'est pas encore là. hein. C'est bien pour ça que je prédis pas ça comme étant quelque chose qui va arriver. Je suis juste dans la réflexion de me dire, à ce moment-là, oui, on peut breaker le sujet de la disponibilité puisqu'il y aura plus rapide que le magasin. Puisqu'en réalité, le stock sera une ligne de code que je viendrai joindre
à ma matière première de mon imprimante 3D. Est-ce que ma matière première, c'est de la céramique, c'est du plastique, c'est du PVC, c'est parce que dans 50 ans, on imprimera, on ne sera pas là, de toute façon, toi et moi, pour le voir, enfin, sans doute pas, mais donc on imprimera à partir de quelle matière première? Il faudra juste avoir un stock de matière première à la maison, acheter la ligne de code, et l'imprimante ira fabriquer. Est-ce qu'on verra ça? Il faut en laisser pour nos enfants. Si tu devais donner 3 conseils à un vendeur en magasin aujourd'hui, ce serait quoi? Pour qu'il vive de son métier et pour qu'il soit utile au magasin. Okay. Et pour... le premier conseil, c'est de lui faire accepter qu'il n'a pas les bonnes lunettes de manière naturelle, puisqu'il a des yeux de commerçant. Il n'a pas des yeux de client. Quand un commerçant, un chef de rayon, un manager, peu importe, quand il fait un tour de magasin le matin, il fait du macro. Il regarde un peu l'hélicoptère. Comment c'est rangé? Est-ce que c'est plein? Est-ce qu'il y a la promo? Est-ce qu'il y a les prix? Est-ce que c'est propre, machin? Donc ça. Et moi, quand je fais mes courses, je ne fais pas de macro du tout. Je fais une succession de micro. Je vais chercher du Nesquik, parce que, admettons, je mange du Nesquik je bois du Nesquik tous les matins, et il y a peut-être une énorme connerie sur le poulain qui est juste à côté, mais je ne le verrai pas. Par contre, s'il y a le moindre truc qui ne va pas sur le Nesquik, que le prix n'est pas clair, qu'il y a 450 grammes sur l'étiquette, il y a 380 parce que c'est pas la bonne. Ah, mais là, je vais être putain. Mais ça, c'est ta rubrique l'œil conso, mais ça. Oui, mais non, mais oui, tu fais tous les jours. Oui, mais c'est. Le client ne regarde pas les magasins comme les commerçants le regardent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le commerçant regarde en macro, moi, je regarde en micro. Donc, déjà, premier conseil. Pourtant, on dit au patron de magasin, l'œil du client, on dit faites le parcours client. Non, mais c'est vrai. C'est le mec, on leur dit ça. T'as raison. Mais non, mais ils ont tous dit en réunion ce matin, il n'y a que le client dans la vie. Et puis après, moi, quand je suis dans le magasin, voilà, dans ce métier, il n'y a pas de détails. Parce que tout est détail. Personne ne voit tout, mais tout est vu par quelqu'un. Puisqu'il y a des centaines ou des milliers de clients qui passent dans un magasin. Personne ne peut tout voir. Moi, j'ai un œil un peu exercé et accessoirement un peu mesquin par moment qui me donne intérêt à pinailler. Mais c'est juste pour montrer... Mais tu sais où tu vas trouver. Tout le non, parce que des fois, je me balade totalement au hasard. Mais donc, il y en a tellement qu'on en ramasse partout. Mais alors, personne ne voit tout, mais tout est vu par quelqu'un. Donc, ce sens du détail, il faut l'inculquer à tous ceux qui bossent dans le commerce. Pourquoi? Parce qu'un magasin, à la différence de l'industrie, ce n'est pas des process qui se reproduisent à l'identique sans effet externe. Quand tu es dans une usine, tu as peut-être mis 10 ans à imaginer la recette du yaourt à la carotte, mais une fois que tu l'as trouvée, tous les matins, tu appuies et ça déroule à l'identique. Tu n'as personne qui vient te faire chier dans l'usine. Tes matières premières, une fois que tu as sourcé, machin, ça sera toujours pareil. Un magasin, c'est juste pas ça. Donc c'est bien pour ça que ce niveau de détail qui devient l'essentiel, c'est une vérité. Après, le deuxième conseil quand même que je donne, c'est soyez au carré des fondamentaux qui sont au nombre de 3. Est-ce que je comprends ce que vous me proposez? Est-ce que je comprends le prix que vous m'en demandez? Est-ce que vous me donnez à vivre? Est-ce que c'est 0 tracas ou 100% en merde? Ça, c'est ce que j'appelle le bon commerce, l'exécution de l'offre, rendre l'offre lisible et compréhensible, l'exécution du prix, rendre le prix lisible et compréhensible, l'expérience d'achat, ce que j'en ai vu. L'expérience d'achat, ça commence à la largeur de la place de parking. Quand elle fait 2,20 m et qu'en ouvrant, il faut que je rentre mon ventre, que je tienne ma veste pour ne pas la salir parce que je vais frotter contre... Voilà, c'est de l'expérience client. Voilà. Et donc, du début à la fin, c'est que du détail. Voilà. Et puis après, le troisième conseil éventuellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comprenez que le client n'a qu'une trouille, mal dépensée. C'est la seule trouille qu'il a, mal dépensée. Donc, chaque fois que vous avez compris ce qui va lui faire activer l'intention d'achat, parce que vous allez le rassurer sur le fait que les euros qu'il va claquer, ils sont bien claqués par rapport à ce qui le fait peur. C'est la dimension psy. Donc, un client, il a par principe la peur de mal dépenser parce que comme il a beaucoup plus de désir, le vouloir d'achat, qu'il n'a de capacité, le pouvoir d'achat, et donc il est en permanence dans la frustration de ce qu'il voudrait qu'il ne peut pas. Donc, quand il met 10 euros, 20 euros ou 1000 euros sur la table pour un truc, il va être certain que ça le vaut. Parce que les 1000 euros, il ne va pas les relancer tout de suite, malheureusement. C'est une différence fondamentale avec ce qu'il y avait dans les années 60-70 où l'avenir était tellement plus fructueux que la veille que bon, allez, c'est pas grave. Demain, ça sera tellement mieux. Aujourd'hui, qui peut se dire que son demain sera mieux que son hier? D'ailleurs, c'est bien pour ça que l'INSEE mesure un moral des ménages qui est en dessous de sa moyenne historique. Parce qu'on a moins confiance dans l'avenir
que ne l'avait la génération d'avant. Donc, on va être hyper sûr que ce qu'on dépense, ça le vaut. Donc, c'est la dimension psy que le vendeur doit intégrer pour identifier les points sur lesquels il doit jouer pour rassurer le consommateur, qui ne sera pas le même entre deux consommateurs, quand bien même les deux regarderaient le même produit. Génial. Et si tu devais donner un conseil ou l'envie à des gens d'aller faire de la vente en magasin, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors d'abord, il faut être bien certain qu'on est fait pour cette mise en danger. Mhm. La vente, c'est une mise en danger. Je ne vais pas te l'apprendre. Tu proposes. Puis tu as des noms à longueur de journée déjà. Voilà, et il y en a un en face du qui rejet, dispose. du refus. Ouais. Tu proposes, il dispose. Et par principe, il dit pas toujours oui. Donc déjà, il faut une forme de prédisposition, une capacité à accepter l'échec. Voilà. Mais une fois qu'on a validé que cette qualité-là, on l'a, ça veut dire qu'on est capable d'aller outre. Et voilà. Oui, très évident. Quel bonheur que une fois qu'on a vendu quelque chose à un client, de voir qu'il est content de l'avoir acheté. Moi, je me le client rappelle... qui te dit merci, quoi. Oui, je me rappelle, il y a maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans, au début du Drive, quand le Drive arrivait dans le commerce alimentaire, j'ai voulu connaître l'organisation de... Voilà, parce que je ne voulais pas en parler sans savoir ce que c'était. Donc, je me suis fait embaucher de manière transparente. Dans un Drive. Et notamment le Leclerc Drive de Landerneau, où... mon étonnement le premier soir, mon étonnement le premier soir, ça a été que les clients, quand je mettais leurs courses dans le coffre, me disaient tous merci, avec une banane comme ça. Alors que dans le même temps, je me rappelle qu'aux caisses des hypermarchés, on apprend aux caissières, voire même on leur oblige, elles, à dire merci. Ça veut dire que le rapport relationnel à la caisse de l'hyper, c'est... Dites merci aux clients, hein. Déconnez pas, hein. C'est le fameux SBAM d'Auchan, sourire, bonjour, au revoir, merci, et voire SBAM plus même. Au Drive, c'était eux qui me disaient merci. J'ai même pas merci, c'est génial. Écoutez, je fais que mon taf. Hein. Une fois que tu as vécu ça, tu as compris le plaisir que tu peux trouver dans un acte commercial. Parce qu'en réalité, tu rends un service, ou même quand tu vends un produit, ça correspond à la satisfaction d'un besoin. Et n'oublions pas que la conso, c'est encore une forme d'épanouissement de l'individu. On peut le regretter. Il y en a qui sont pour la décroissance. Non, mais je veux dire, moi, je respecte ceux qui me disent qu'il faudrait moins consommer, la planète, l'environnement. J'entends tout ça. Mais d'un autre côté, j'observe. Bien sûr. Et même d'ailleurs, les mecs un peu plus... ceux qui sont pour la décroissance, le jour où l'iPhone 16 ou 17, je ne sais pas combien on est, va sortir, on est au 16, se l'acheter, ils vont être contents de l'avoir. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a une forme de jouissance dans la conso. Il faut l'assumer. La conso, c'est une forme de réalisation de l'individu. Je sais que ma femme, quand elle va acheter des fringues, elle sort de là, elle est super contente. Elle me dit, j'ai dépensé 200 balles, 300 balles, mais oui, bien sûr. Mais tant mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi des plaisirs simples, mais c'est des plaisirs. Chacun mesure le plaisir là où il peut et là où il veut. Impact de l'IA, là, qui est là, qui arrive sur la distribution. Comment tu vois les choses là-dessus? Bon, on en parle beaucoup et moi, ça me gave un peu. Parce qu'en réalité, l'IA, c'est ni plus ni moins que la loi de Moore appliquée à des tâches de plus en plus compliquées que l'on peut faire de plus en plus vite avec de plus en plus de précision. C'est ça s'appelle la puissance de calcul. C'est aussi con. Voilà, donc on va un peu... C'est du taylorisme, quoi, presque. Oui, mais que la puissance de calcul qui devient chaque fois de plus en plus forte permet de repousser les limites, soit du nombre de tâches que je fais, soit du temps qui est nécessaire, soit de la complexité de la tâche. Et dans la complexité, c'est là où je mets le génératif. C'est-à-dire la capacité à générer quelque chose. Mais au final, c'est de la puissance de calcul. Ça fait, moi j'ai 55 ans, ça fait depuis que je bosse, ça fait 35 ans que je vois presque chaque année, on n'appelait pas ça de l'IA, on appelait ça de l'informatique. On voit l'amélioration des capacités d'aide qu'on a pour faire des tâches qui avant étaient soit infaisables, soit rébarbatives. Aujourd'hui, l'IA, ce n'est plus ni moins que ça. Par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à l'IA, ça veut juste dire que, on arrête un peu de faire semblant de découvrir un truc qui est ni plus ni moins qu'une forme d'évolution. Voilà, c'est l'évolution d'un mouvement qui était déjà entamé avec de nouvelles capacités. Encore une fois, le génératif, je vois bien ce que c'est, mais bon, le génératif dans le commerce, à part peut-être générer des prospectus individualisés en temps réel, je ne dis pas que c'est nul, mais voilà, c'est déjà pas mal. Personnalisé, mais bon, par contre, la computer vision, c'est-à-dire la reconnaissance d'image, l'analyse de l'image, et donc pour en déduire des informations métiers,
Ça a beaucoup plus de poids. Quand je mets des petites caméras sur le rayon de droite qui regardent le rayon de gauche qui est en face et qui sont capables de détecter quand le niveau de stock descend trop ou quand il n'y a plus de produit du tout, ça c'est génial. Ah bah Mais ça, c'est de l'IA en tant que tel. C'est de la puissance de calcul, puissance 10 millions par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans, 20 ans, qui fait qu'on peut être capable d'analyser à la volée à un temps record des tas d'images pour leur donner un sens. De la même manière que si j'ai une veste et que je mets une tablette de chocolat dans ma poche ici, l'IA est capable, par l'analyse, de reconnaître que c'est un geste suspect, d'envoyer instantanément l'info à l'agent de sécurité pour dire, dis donc, il y a un mec avec une chemise bizarre qui a mis un truc, la veste intérieure, et ça ressemble à une tablette de chocolat. Ouais. Tu ferais bien de regarder. C'est de l'IA. Voilà. Donc, c'est pas... en tant que tel, c'est la suite d'un mouvement qui entamé, moi, depuis que je m'intéresse à la distrib. C'est la suite du progrès. L'informatique. Oui, okay. Voilà. Sauf que, effectivement, comme on a changé d'échelle et qu'on a repoussé des tâches qui étaient avant inimaginables, on a cru bon lui donner un nouveau nom. Voilà. Oui, puis elle est accessible à tous, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Oui, en tous les cas, pour la dimension générative fun. Ouais, ça. Donc tout le monde s'est dit, Parce qu'en réalité, quand aujourd'hui on utilise les nouveaux moteurs de recherche pour faire des recherches, genre, je sais pas, Perplexity, pour, quelle est la différence entre ça et ça, c'est ni plus ni moins, quand je prompte ça, c'est ni plus ni moins que ce que je cherchais dans Google avant, qui était déjà une forme de révolution. Bien sûr, Il y a 20 ans, quand Google est arrivé, qu'on a pu, en mettant un mot, il arrivait, il trouvait tout ce qui sur Internet utilisait ce mot. Voilà. Putain la vache, mais comment il fait? Alors qu'avant, j'allais dans l'encyclopédie Universalis. C'est ça. Et j'étais là. Bon, ben voilà, c'est un saut. Bien sûr, c'est comme l'arrivée d'Internet. Hein, oui, bien sûr. Ça nous a, voilà. Mais c'est en ce sens que moi, je le lis dans une forme de prolongation d'une tendance permise par la puissance de calcul. Donc plutôt une chance. Ah bah bien sûr que c'est une chance, mais je suis pas rétrograde. Ouais. Bien sûr, après je vois bien les menaces qu'il y a, notamment sur des sujets de création. Moi qui suis un homme qui crée du contenu matin, midi et soir, que ce soit mes films, mes livres, mes posts, mes machins, mes trucs, ou même quand on est à la radio, aujourd'hui, je suis intimement persuadé qu'il y a des radios où on utilise de l'IA pour générer de la voix de l'animateur star quand il a oublié de dire un mot, quand il a oublié de lancer une pub. Ah ouais. Bien sûr. Et donc, c'est très flippant quand tu veux faire carrière dans ce monde-là parce que tu penses avoir soit une personnalité, un look, une voix, talent, un charisme personnel, je ne sais pas quoi. Tu dis, en fait, y a un ordinateur qui va faire comme moi demain. Oui. Ça fait flipper. Il clone la voix, il clone le visage aussi. Enfin, oui, bien sûr. Oui, mais quand je te dis, je suis intimement persuadé qu'il y a des situations en radio où on a utilisé de l'IA pour boucher un trou, que peut-être on avait un mot qu'on avait oublié de dire, une phrase qu'on avait oubliée, et que pris dans un flot de 10 phrases, il y en a une, on s'en rend pas compte. L'IA est capable d'imiter parfaitement la voix de l'animateur Tartampion. Bien sûr. Donc ça fait flipper quand tu es l'animateur concerné. Tu crois que ça t'est déjà arrivé, tu crois? Je sais pas, parce que si je devais le faire, et puis je suis pas animateur star, je veux dire, voilà, les animateurs stars, on est sur la Champions League. Moi, je suis encore en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est déjà pas mal. J'en suis très satisfait. Olivier, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Si tu devais nous donner une ressource, un livre, un podcast, une chaîne YouTube, peu importe, mais quelque chose qui pourrait apporter de la valeur aux gens qui s'intéressent au retail, à la vente, à la distribution. Tu vas être déçu parce que c'est pas un livre. Mais c'est pas grave, non. Non, mais tu vas voir. C'est quelque chose que je dis à des tas de patrons. S'il y en a qui passent ici, ils vont se dire, putain, tu nous l'as déjà dit. Mais oui, parce que j'ai la chance d'avoir des convictions et de ne pas être une girouette. C'est une discipline. Au moins une fois par mois, aller chez Action. Ok. Pourquoi? Parce que c'est là où est la France de la conso. On est en train de parler du retail, c'est-à-dire du mass market. Je ne suis pas en train de parler de la boutique Louis Vuitton, avenue Georges V. Le mass market, c'est la masse. Où est la masse de la conso aujourd'hui? Elle est chez Action le samedi. D'accord. Et à quoi je dois faire attention alors? De voir comment se comportent les gens. Par exemple, je te donnais une phrase que j'entends, que j'ai entendu plein de fois et que je suis sûr que j'entends la prochaine fois que j'ai chez Action, parce que moi, c'est pas une discipline, c'est du plaisir de faire ça. Mais c'est pour ça que je leur dis, forcez-vous à... Au moins une fois par mois. Ouais. Voilà. C'est quand vous avez, je sais pas, une famille, papa, maman, ou voilà, peu importe, il y en a un qui prend le truc, qui est là, qui regarde, il regarde un objet, et l'autre, il dit,
pour 1,49 €, prends-le. Tu risques rien. Ça dit tout. Alors, ça dit pas que du bien, hein, mais ça dit beaucoup de la conso. C'est-à-dire, en réalité, je vais consommer grâce à ça. J'ai pas une thune, mais voilà. Je vais me faire plaisir. Oui. C'est-à-dire, je vais me faire plaisir. Je fais plaisir à mes enfants. Et le risque est où? Puisqu'encore une fois, à chaque fois, il y a la notion de risque. Bien sûr. Puisque mon sujet, c'est ma ressource qui est inférieure à ce que je voudrais pouvoir avoir, puisqu'on a tous le sentiment d'appauvrissement. Hashtag gilet jaune. Que ça soit vrai ou pas, on en a le sentiment. Donc, on se comporte en fonction du sentiment. Donc, on est toujours en train de visser sur la conso et de dire « je peux pas, ou c'est cher ». Voilà, ben là, vas-y, prends-le, tu risques rien. Putain, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout compris de la conso. On dit que le prix, c'est une des premières choses qu'on oublie une fois qu'on y est passé. Hein. Quel que soit ce qu'on achète, d'ailleurs. Oui, mais sauf que c'est une info par laquelle la décision d'achat passe obligatoirement, pour deux raisons. D'abord, parce que le prix est qualifiant si j'ai pas ou si je peux pas dehors. Et après, le prix est confortant. Ça veut dire oui, ouais, ça le vaut. Ou là, dans mon cas présent, c'est tellement pas cher pire, que même si ça le vaut pas, c'est pas très grave. Donc ça le vaut. Prends zéro risque. Ouais. Donc ça le vaut. Si tu prends zéro risque, en fait, ça le vaut en creux. Bien sûr, c'est ça. Et donc, voilà, moi, c'est une discipline que je conseille régulièrement, c'est n'oubliez pas où sont vos clients. Ils sont le samedi chez Action. Allez les voir. Regardez comment ils se comportent. Regardez la frénésie sur les petits prix, sur la poupouille, sur ceux que vous allez vous m'expliquer de manière docte que oui, mais non, mais c'est pas bien, c'est pas durable, c'est pas de la qualité. Mais les gars, il n'y a pas de morale à mettre. Voilà, c'est sans doute cynique, hein, la façon dont je le présente. Non, mais c'est du business. c'est la réalité. Mais tant que la règle elle permet de le faire. Mais moi, je ne serais pas contre qu'il y ait une forme d'autorité suprême politique qui dise, bon, à partir de maintenant, les gars, toutes les chinoiseries à 2 balles, il n'y en a plus en France. Ok, très bien. Non, mais après, il faut l'assumer politiquement. Hein. Non, mais je veux dire, en tant que tel, moi, je ne suis pas contre. Donc, je ne suis pas en train de dire que je me réjouis du succès de ces bazars, de Temu, de Chine, tout ça. Je ne m'en réjouis pas du tout en tant que citoyen. Et dans ces cas-là, le politique, il a des couilles ou il n'a pas de couilles. Manifestement, soit ce n'est pas un problème, et il laisse faire, soit c'est un problème, mais il ne fait rien, donc il n'a pas de couilles. Et voilà. Mais donc, on joue avec les règles. Et les règles, c'est qu'on a droit d'importer. Voilà. La Chine est l'usine du monde, il n'y a rien de nouveau, mais la Chine est l'entrepôt de toutes ces enseignes. C'est comme ça. Bien sûr. Ok, je vais noter ça sur mon... Une fois par mois chez Action, pour l'hygiène. Je vais y aller. Pour l'hygiène, c'est pas difficile. Olivier, je laisse toujours dans ce podcast 1 minute à mon invité pour dire ce qu'il a envie de dire, pour clôturer la manière qu'il souhaite. Donc, je te laisse 1 minute pour terminer. Moi, c'est ta minute. Au-delà d'être 1 minute, c'est un mot qui m'obsède depuis toujours, c'est la liberté. La vie est faite pour prendre plaisir à ce que l'on fait dans les choix libres que l'on peut faire, s'habiller avec des fleurs, voilà, aller 170 fois écouter Indochine et être certain que le meilleur concert sera le prochain, parce que ça sera le prochain. Je veux dire, cette liberté d'action, tant qu'on ne fait pas de mal à autrui, évidemment, c'est la déclaration de la civilisation de la société. On fait société, donc ma liberté ne peut pas évidemment s'exercer au détriment des autres. Et putain la vache, profitons de ce truc incroyable, assumons nos choix de vie. Voilà, donc je l'ai dit récemment sur RTL quand je parlais d'Indochine. Pourquoi j'adorais, au-delà de la musique, la posture de Sirkis et d'Indochine, faite de tolérance sur des tas de sujets. La sexualité, l'intime, la posture, l'identité, tout ce que tu veux. Et en fait, j'ai eu cette phrase qui m'est venue spontanément, c'est « On est tous avec le même capital », au sens du verbe naître, on est tous avec le même capital de liberté. Par contre, on n'est tous pas doués pareil pour le faire fructifier. En fonction du pays où on est. On est dans un beau pays. Hein. Ouais, voilà, bien sûr. On est tous avec le même capital, mais on n'est pas tous doués pareil pour le faire fructifier. C'est vrai. Et moi, je préfère être riche de ma liberté que riche d'euros, parce qu'au final, j'en vois pas l'intérêt, au-delà d'un certain niveau, pour vivre aisément et pas se refuser. Voilà. Mais la liberté, on a tous le même capital, mais on n'est pas tous doués pareil pour le faire fructifier. En étant conscient de ça, on peut peut-être mieux le faire fructifier. C'est génial d'être libre de faire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. Et voilà. Donc, ce n'est pas 1 minute, c'est un mot, liberté. C'est génial. J'adore terminer là-dessus. Merci Olivier. C'était un grand plaisir de partager tout ça avec toi. Olivier Dauvers, un DAUVERS, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, ailleurs. Tu as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube et j'ai surtout des rendez-vous tous les jours sur RTL et sur M6, dans la matinale, voilà, avec Courbet.
et pour, depuis quelques saisons et pour peut-être encore quelques saisons. Super. Eh ben, un grand merci à toi d'être venu, c'est très gentil. Avec plaisir.